Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour. On va donc observer ensemble les Rhytidoponera metallica. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez donc déjà un peu l'habitude et vous les connaissez. C'est une superbe espèce dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas si longtemps que ça. Et on est en train de la remettre sur route, tout simplement, à ma sauce. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Rhytidoponera metallica, ça veut pas dire grand chose, et si vous n'êtes pas adepte de l'élevage de fourmis, mais que vous appréciez regarder les vidéos dans ce style justement, je vais vous faire un petit résumé de l'espèce. Alors, Rhytidoponera metallica, c'est une superbe espèce qui nous vient d'Australie, et elle s'est implantée partout sur le continent. C'est-à-dire qu'elle s'est vraiment adaptée au milieu semi-désertique avec des températures vraiment extrêmes, aux lieux qui sont plus humides où elle se sentira plus à l'aise, ou à votre jardin qui est plutôt tranquille. Franchement, elles se sont implantées facilement et en nombre. Il faut savoir que le genre Rhytidoponera comporte quasiment une centaine d'individus de mémoire, donc c'est assez répandu. Et ici, nous sommes donc en face des Rhytidoponera metallica. Cette espèce a plusieurs particularités et plusieurs utilités, on va dire, notamment en Australie. Elle aide notamment, pour la petite info, les agriculteurs à combattre les nuisibles. Bon, elles, dans leur intérêt, c'est surtout pour se nourrir. Elles vont donc chasser tous les nuisibles, tous les insectes qui vont s'attaquer justement aux récoltes, etc. C'est plutôt intéressant pour eux. Il faut savoir que les colonies en nature peuvent être vraiment agressives et territoriales. C'est vraiment une superbe espèce à observer et j'imagine qu'au soleil, en nature, ça doit être vraiment incroyable. Bref, reprenons la discussion. Mis à part ce côté justement chasse où elles sont vraiment expertes et assez énervées, on va pas se mentir, elles ont aussi d'autres particularités, dont une qui peut-être va vous faire peur si vous êtes justement sensible aux piqûres d'insectes. Si vous êtes sensible, je vous déconseille fortement de prendre cette espèce parce que elle est capable de créer chez l'homme justement, lors de la piqûre, un choc anaphylactique. Alors, bien entendu, si vous êtes déjà sensible à une piqûre de guêpe ou quoi, j'imagine que vaudrait mieux ne pas risquer en soi. Certes, je vais vous rassurer, c'est une espèce qui ne grimpe pas les parois lisses, donc acrylique, verre, etc. Elle ne montrera jamais ses parois comme on a ici dans l'aire de chasse, tout simplement. Mais admettons que vous preniez par exemple une carcasse d'une blatte que vous aviez déposée dedans sans faire attention et qu'une est en train de consommer l'intérieur, ou un abreuvoir et il y en a une qui est justement en train de boire dedans, vous n'avez pas fait attention, une piqûre c'est vite arrivé finalement. Même si... il faut savoir une chose, les fourmis vont avoir peur de vous également. Bon, certaines espèces sont ultra agressives et vont chercher à mordre, à piquer instantanément. Il y en a d'autres, notamment les Paraponera clavata, que beaucoup parlent comme la fourmi balle de fusil incroyable, attention elle vous pique, c'est dangereux, machin, blabla. Cette espèce-là est plutôt tranquille et va pas chercher à justement vous piquer pour vous faire une douleur directement. Donc voilà, c'est assez contradictoire, mais dites-vous que il faut quand même pas prendre le risque. Ici, je vous assure que Rhytidoponera metallica c'est plutôt énervé, ça chasse vraiment bien. J'essaierai d'ailleurs bientôt de vous faire une vidéo où vous allez voir avec des espèces, du moins des insectes adaptés, à leur taille notamment, de vous montrer à quel point elles sont bonnes à la chasse. Bref. Excepté ça, on a également une petite particularité, c'est que cette espèce consomme des graines comme les espèces granivores et par conséquent les transporte. Et ça c'est hyper intéressant parce que moi, quand on m'a dit ça la première fois, du moins que j'ai lu, je me suis dit attends, c'est un peu comme si on voit des fois des images, des pubs là comme où des gens par exemple vous disent voilà soutenez-nous, envoyez autant d'euros pour repeupler la terre avec des graines et des semences, etc. Vous voyez l'idée? Et on les voit justement dans un avion ou un planeur en train de jeter des graines, etc. Bon, ça c'est une pratique qui se fait par des gens bienveillants, et franchement c'est cool, j'encourage, mais ces petites créatures que nous avons sous les yeux, font un peu la même chose, sauf que elles, c'est pas de la même façon. Elles transportent leurs graines jusqu'à leur nid, sauf que les éléments de la nature font que des fois il y a un coup de vent et elle la tient pas bien, la graine, hop, elle est partie. Il y a la pluie et par conséquent c'est pareil, elles perdent un peu leur récolte. Et franchement, c'est hyper stylé parce que du coup, elles répandent ainsi tout simplement diverses semences, diverses graines de diverses plantes à différents endroits et petit à petit, si la colonie évolue par exemple, en 50 ans, elles sont implantées, on va dire, dans, je sais pas, j'imagine 1 km², soudainement, elles évoluent, elles prennent de plus en plus de territoire et on peut atteindre 2, 3, 4, 15 km et où ces mêmes plantes sont répandues par cette même espèce. Vous voyez l'idée? C'est complètement dingue et je trouve ça fascinant en fait. Bref, ça c'est des petits détails, des petites anecdotes à leur sujet, mais je trouve ça super stylé. En nature justement, je vous parlais de cette espèce, il faut savoir que les semages, par exemple, moi
j'arrive pas vraiment à trouver l'info concrète, mais ce serait justement après l'hiver, les semages en Australie. Bon, ça peut commencer un peu avant comme après, hein. Vous savez, les saisons, ça dépend, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, etc. hein. Ça diffère, et justement, la nature a un gros impact sur les dates des semages de ces espèces-là. Mais la particularité, c'est que par conséquent, si une des colonies n'arrive pas correctement à s'alimenter et que lors de l'essaimage, c'est un peu compliqué même si la colonie est mature, elle ne va pas produire des quantités énormes de sexués. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs possibilités. En fait, ce type d'espèce a la capacité d'être gamergate, c'est-à-dire qu'une ouvrière, n'importe laquelle, pourrait être fécondée par un mâle, un sexué mâle, et par conséquent, cette ouvrière serait capable de générer des sexués et des ouvrières et même des mâles, quoi. Enfin, c'est complètement dingue. Bref. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que, à la base, je voulais faire un rappel et vous décrire l'espèce pour les gens qui sont un peu débutants ou qui, tout simplement, sont pleins de curiosité et apprécient regarder ce type de contenu. Donc je vais pas aller plus loin dans les détails, mais dites-vous que n'importe quelle ouvrière dans une colonie de ce style pourrait devenir reine. Bref, c'est déjà juste ça, c'est fou. Après, il y a encore d'autres choses à savoir, c'est que d'après justement les études qui ont déjà été menées sur l'espèce, la reproduction intranidale en nature a déjà été observée et est totalement possible. Donc imaginez-vous, pour vous dire les choses très clairement, une colonie en bonne santé comme ça pourrait vivre de manière indéterminée. Pourquoi? Parce que, vu qu'il y a une reproduction intranidale, admettons ma reine, voilà, elle vit 5-10 ans, après 5 ans pour X ou Y raison, un mâle féconde une princesse qu'il y a dans la colonie, la colonie continue. La colonie persiste parce qu'elles ont la même odeur coloniale et par conséquent vont continuer de vivre et de prospérer, de générer de nouvelles ouvrières, ainsi de suite. Bref, c'est complètement dingue. Qu'est-ce que vous en pensez sincèrement? Dites-moi en commentaire. Et dans le cas des gamergates, justement, admettons ma colonie n'a plus de reine, il y a des sexués mâles, un sexué mâle féconde justement une ouvrière, et celle-ci remplace justement la reine et est capable de justement continuer de faire prospérer la colonie. Bref, vous avez compris un peu l'idée, c'est complètement fou. Alors, attention. Élevage et nature, c'est totalement différent, bien entendu. Il y a des choses que nous, on n'apporte pas. Et il faut savoir également, c'est que des fois, on se rend pas compte, mais il y a des éléments qu'on ne leur donne pas. Il faut aussi savoir qu'elles ont, le cycle correctement jour-nuit. Il y a plein d'éléments qu'on ne prend pas en compte. Il y a des jours de période de pluie, par exemple. Il y a des saisons plus sèches. Il y a tellement d'éléments qui peuvent perturber, leur façon d'évoluer, que nous, en élevage, on ne respecte pas le 3/4 du temps, parce que soit on ne le sait même pas, soit on n'en est pas conscient, soit, il y a plein de raisons, hein, c'est pour ça que c'est totalement différent, qui fait que, c'est un peu plus délicat. Alors, une chose à savoir également, c'est que j'ai déjà essayé la reproduction de ce genre d'espèces, hein. J'ai pu essayer en commençant sans aucune expérience, donc je ne savais pas du tout de comment procéder, on va dire, à part quelques écrits, quelques petites informations par-ci par-là, je n'avais pas d'informations concrètes. Après ma première tentative et mes échanges avec d'autres personnes, hein, j'ai compris pas mal de choses, et je peux vous dire que la personne qui a reçu les sexués que nous on a envoyés a réussi cette reproduction. Donc, en soi, la reproduction est totalement possible chez Rhytidoponera metallica. Cependant, il ne faut pas croire que c'est chose aisée, c'est-à-dire que avec 2 colonies matures de 700-800 ouvrières, vous n'allez pas sortir de là, sans sexuer, vous n'allez pas en sortir sans reines prêtes pour justement fonder, etc. Hein, ça, faut pas y croire, hein, c'est faux. Hein. C'est plus compliqué que ça, hein, beaucoup plus compliqué. Donc bon, c'est une possibilité à envisager. Ce serait d'ailleurs magnifique, pour l'avenir, hein, si on arrive à reproduire nous-mêmes les propres espèces qu'on élève, et ça permettrait d'éviter les pillages en nature et ce genre de choses. Quand c'est un essaimage et que les gens récoltent des reines, c'est encore différent, parce que là, nous connaissons d'après les statistiques que plus ou moins 3 à 5% des reines survivent, le reste meurt, soit consommé par d'autres, ou bref, vous savez un peu ce genre d'informations, mais il faut quand même le répéter. Par contre, quand c'est du pillage pur et dur, là c'est quand même assez dommage en soi, parce que bien entendu c'est des colonies qui sont prises en nature directement, et c'est triste. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, on va pas plomber l'ambiance de la vidéo, mais vous avez compris. Et si un jour on arriverait justement à remplacer ce style de choses, et pouvoir s'envoyer directement nous-mêmes des reines de nos propres colonies, etc., ce serait quand même vachement cool. Mais bon, je vous avoue qu'on en est encore vraiment loin, parce que mine de rien, c'est de l'observation, c'est de la science, c'est beaucoup de choses pour réussir à reproduire justement ce genre d'espèces. Et quand je parle de ce genre d'espèces, il n'y a pas qu'elle, hein. On pourrait le faire avec plein d'espèces, mais franchement c'est compliqué.
Alors, pour revenir à ma colonie, les grands changements se font que pour l'instant, on a une population grandissante, je n'ai plus que des sexués mâles, j'en ai environ une dizaine dans la colonie, ils sont pas nombreux. Hein. Si tout va bien, c'est censé être une période où ils vont générer des sexués pour la reproduction, sauf que vu que la diapose est inversée, là par exemple eux ils ont fait, là pour l'instant là-bas c'est plus la période de diapause, alors qu'ici on est en hiver, vous voyez l'idée, vous avez compris un peu, sauf que elles ont toujours été élevées à la manière des diaposes de chez nous, c'est-à-dire que l'hiver pour elles c'est l'hiver ici comme nous et nos endémiques en soi. Donc moi j'ai suivi un peu ce système parce que forcément je vais pas perturber la colonie, et donc c'est donc la période maintenant où logiquement la colonie va se relancer. Comme je vous ai expliqué un peu plus tôt, si vous vous en souvenez, j'ai augmenté déjà de 2 degrés et à ce moment-là, ponte massive. Mais quand je vous dis massive, je vous l'ai déjà expliqué, mais 150-200 œufs, un truc de dingue. J'ai par conséquent eu maintenant, un peu de temps après l'éclosion de tout ça, des centaines de larves qui justement réclament de la bouffe. Pour vous dire les choses, c'est assez incroyable à observer chez cette espèce. Et je croise maintenant les doigts pour que lorsque tous ces cocons vont éclore, je voie justement de nouvelles ouvrières, de nouvelles princesses, de nouveaux sexués mâles, et voilà, ça me ferait plaisir, parce que pour l'instant je n'ai pas vu de... il y a eu des naissances c'est sûr, mais j'ai pas vu moi-même une ouverture de cocon, excepté des ouvertures de cocon de sexués mâles. Donc ça c'était un peu... voilà, ça m'a mis un petit coup en me disant, mais pourquoi j'ai que des mâles, il y a un problème, ou comment ça se passe? Bref. C'est donc aussi une affaire à suivre en soi. Et si vous le voyez, elles ont toujours quelques cocons vides, elles les gardent pour quelle raison, je ne saurais vous dire, peut-être pour combler le manque de substrat qu'il y avait avant. Franchement, aucune idée, mais il y a quelques cocons qui sont vides dans le tas et qui restent malgré tout, donc franchement, je sais pas. Bref, ici vous le voyez qu'ils sont vers l'entrée du tube, pour une raison très simple, c'est que lorsqu'elles sont dans l'obscurité ou que, voilà, j'éteins les lumières, etc., elles mettent tous les cocons dans l'air de chasse pour puiser un maximum de chaleur, sachant que je chauffe vis-à-vis d'un tapis chauffant, donc forcément chaleur par le bas, et par conséquent, elles cherchent à être au plus proche. Et si vous le voyez, il y a pas mal de blattes mortes, il y a des cocons fraîchement tissés, parce que ça c'est clairement du tissage récent, et on a des larves qui sont parmi tout ça. Oui, parce qu'en fait ces larves, ce qu'elles font, c'est qu'elles se déplacent et se nourrissent toutes seules directement sur les proies que justement les ouvrières ou princesses ou autres ont amenées dans ce but. Franchement, c'est plutôt impressionnant à observer. Bon, vous le voyez, c'est des tubes où il y a de la condensation, parce que ce tube, en fait, à la base, j'avais décidé de le réhumidifier pour qu'elles aient au moins un tube sur 3 humide, sauf que, forcément, je chauffe par le bas, donc par conséquent, elles vont chercher la chaleur. Malheureusement, l'humidité, je pense que ça ne les dérange pas pour autant, parce qu'elles ont quand même mis toutes les larves et le couvain directement dans ces cavités, bien que si vous remarquez, elles mettent tous les cocons à l'opposé de l'humidité tout de même. Ça, c'est assez classique, on va dire, chez les fourmis. Bref. Et par conséquent, ce qui est plus triste pour nous, c'est qu'on voit pas bien. Regardez sur ces images, malheureusement, je peux pas vous filmer la cavité correctement. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de larves, de grande taille d'ailleurs, vous le voyez dans les mandibules justement de l'ouvrière à gauche. On voit qu'il y a également des restes de blattes, ça c'est bon signe parce que du coup elles apportent la protéine directement sur toutes les larves. Et si vous remarquerez, il y a également du substrat du taurus. C'est-à-dire c'est des copeaux de bois, etc. Et ça c'est pour faciliter le tissage justement de toutes mes larves. Si vous regardez bien l'image, vous en voyez de nombreuses là, et de grosses grappes de 2 encore d'ailleurs. Donc au final je suis plutôt content parce que ma colonie repart de plus belle. Donc je pense pas qu'on soit sur un déclin. Les pertes qu'il y a eu au début, c'est lié à d'anciennes générations tout simplement. Et j'espère vraiment de tout cœur la relancer et qu'on arrive à des 700, 800, je sais pas combien d'ouvrières, mais bref, énormément. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.